Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à ce second webinaire qui fait suite donc au premier qui s'est déroulé donc en juin de cette année. Je vais donc commencer cette présentation en évoquant en quelques mots Calivi. Donc Calivi est un groupement de plusieurs caisses de retraite. Donc la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, les MSA de Bourgogne et les MSA de Franche-Comté, la GIRCARCO, donc mettant en place des actions régionales sur le bien vieillir. S'ajoute à ces acteurs donc la Mutualité française de Bourgogne-Franche-Comté, qui occupe donc un rôle majeur au sein de la santé solidaire et qui a décidé de se joindre aux côtés de Calivi et notamment auprès du programme des atouts de l'âge. Donc les atouts de l'âge, c'est un programme de prévention à destination donc des personnes âgées donc vivant dans des résidences autonomie et dans des MARPA, dans lequel donc va se décliner de nombreux ateliers conçus pour prévenir la perte d'autonomie des personnes vivant dans ces résidences. Donc cette déclinaison d'ateliers, elle est encadrée donc par des professionnels et experts reconnus dans ces différents domaines et cette déclinaison va être amorcée de façon ludique. Des thèmes qui sont très variés. On va parler de l'activité physique, de la santé globale, des modes de vie et évidemment du lien social. Donc ce second webinaire qui fait suite donc au premier, durant lequel donc deux intervenants ont pu échanger donc de manière générale sur la prévention. Et là du coup ce second webinaire il vient du coup compléter cette lancée en fait. Et on va plutôt nous se concentrer sur le thème de la nutrition et de la dénutrition. Donc pour cela, nous serons accompagnés de deux intervenantes, donc le docteur Van Wimmelbeck, qui est donc docteur en sciences nutrition de la personne âgée au CHU de Dijon et à l'INRAE, et madame Audrey Brochot, donc diététicienne et intervenante au sein du module nutrition bonne question des atouts de l'âge. Donc nous allons commencer le débat autour de notre thème du jour. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions au fil de la conversation. Au fil de notre débat, on n'hésitera pas à prendre le temps de pouvoir justement y répondre et donc profitez bien de la présence de nos deux expertes pour poser une multitude de questions ou tout simplement des commentaires, des anecdotes que vous avez aussi envie de partager qui peuvent justement donner une plus-value à ce débat. Donc on va du coup commencer. Je répète, donc au niveau des questions, n'hésitez pas à poser au fil du débat vos questions ou même ne serait-ce que des commentaires qui pourraient justement apporter un plus au niveau de notre débat, des anecdotes de votre expérience en tant que professionnel auprès des résidences autonomie. On prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure durant notre échange. Donc on va commencer le débat. Donc pourquoi tout simplement déjà parler de nutrition en résidence autonomie ? Alors la nutrition englobe deux choses, l'alimentation et l'activité physique. Donc aujourd'hui on va plus se centrer sur l'alimentation. Et pourquoi l'alimentation ? Parce qu'avec l'avancée en âge, c'est un point clé, je dirais, même un tournant dans le cadre de la santé. Il y a un lien qui a été très établi entre alimentation et santé, nutrition et santé. C'est toujours le jeu de mots. Et souvent, on a beaucoup d'idées reçues, en fait, avec l'avancée en âge. Donc, une des idées reçues, c'est souvent le fait qu'avec l'avancée en âge, on doit moins manger, on a peut-être besoin de moins manger. Et on mange en fait surtout dans un premier temps pour vivre, c'est-à-dire qu'on ingère des aliments qui vont être utilisés, digérés, etc. Et avec l'avancée en âge, le rendement est souvent moins bon. Donc c'était diapositive précédente. Voilà. On schématise. Moi, j'ai schématisé ça par des petites voitures où vous mettez de l'essence dans une voiture, et bien c'est l'aliment dans le corps et c'est assimilé, ça donne des nutriments. Donc Audrey parlera tout à l'heure des protéines. Et l'idée, c'est de se dire que quand on mange, on doit alimenter notre corps correctement. Et c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a besoin d'énergie, de nutriments pour faire fonctionner notre cœur, nos poumons, etc. Et avec l'avancée en âge, ça a tendance à s'effilocher un tout petit peu. Donc, diapositive suivante va vous montrer que, on a un rendement qui est un peu moins bon, c'est-à-dire qu'on est un petit peu moins performant quand on avance en âge.
Et donc, pour compenser cette baisse de rendement, il faut qu'on apporte plus. Alors, c'est parfois un petit peu en opposition, parce que quand on se dit qu'on dépense, on a des dépenses qui sont peut-être moins importantes, mais en même temps, on doit consommer un peu plus. Eh bien, c'est simplement qu'avec l'avancée en âge, on a besoin de compenser cette différence et de mieux manger. Alors, diapositive suivante, quand on vieillit, on a moins besoin de manger, c'est faux, puisque contrairement en fait, aux idées reçues, les besoins nutritionnels ils diminuent pas véritablement avec l'âge, et ils sont parfois même plus importants que chez la personne adulte. D'accord. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est pas une question d'âge, mais quand on est plus jeune, on a un petit peu moins besoin de protéines. Donc là, vous voyez, Françoise, elle a 43 ans, on va lui attribuer pour 65 kilos 55 grammes de protéines. Pour Nicole, qui a 81 ans, elle fait le même poids, mais elle est plus âgée, donc on va lui donner un petit peu plus de protéines pour qu'elle puisse garder ses muscles en particulier. Et puis Simone, qui est dans son lit, donc qui est peut-être malade, qui a peut-être une grippe, qui n'est pas forcément dépendante dans la vie courante, elle, on va augmenter encore un peu plus les apports en protéines. D'accord. Et ces apports en protéines, justement, et comment est-ce qu'on peut les avoir ? Est-ce qu'il existe du coup des équivalences qu'on peut ajouter dans les repas ? Alors les protéines, ça c'est ce qu'on peut voir sur une diapositive, celle encore d'après. Déjà, pour bien comprendre la protéine, ce que c'est que c'est une chaîne d'acides aminés. Donc faut un petit peu le comparer à un collier de perles où il va y avoir 22 perles de couleurs différentes, et dans ces 22 perles, il va y en avoir 9 qui vont être dites essentielles. Donc il va y avoir des protéines animales. Les protéines animales vont contenir toutes les couleurs des perles, il va y avoir tout ce qu'il faut. Alors que les protéines végétales, il va manquer certaines couleurs. Donc c'est là où il va falloir associer les aliments entre eux au cours du même repas pour être sûr que l'assimilation des protéines soit suffisante. D'accord. Donc les protéines, on va retrouver, donc je vous ai dit, les protéines animales, comme on voit dans la diapositive suivante, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Et ensuite, on va avoir les protéines végétales qui vont être, elles, les légumineuses, les céréales complètes, les oléagineux qu'on appelle aussi les fruits à coque. Et il faut arriver à consommer un petit peu de tout, en fait, tous les jours. C'est pour ça que sur l'autre diapositive, on voit les équivalences au niveau des protéines. Quand on prenait là l'exemple de Françoise qui avait besoin de 55 grammes, je crois, de protéines par jour, moi je vous ai mis à quoi correspondent déjà 5 à 10 grammes de protéines pour se faire une ordre d'idée. C'est de consommer un œuf, 50 grammes de viande, ça va être l'équivalent de la moitié d'un steak haché, ça va être de yaourt, voilà. Donc il faut quand même que tous les jours on ait des apports qui soit suffisant. Quand on n'a pas beaucoup d'appétit, par exemple, on peut essayer après d'enrichir notre alimentation en rajoutant un petit peu de vache qui rit dans un potage. Enfin ça, on en reviendra plus en détail tout à l'heure, mais voilà, ça va être important qu'à chaque repas, on ait quand même suffisamment de protéines. Et comme l'a dit Virginie, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on a besoin de moins manger. Au contraire, il va falloir privilégier certains aliments, et c'est là où nos protéines vont être essentielles. D'accord. Et du coup, comment les personnes âgées doivent composer leur assiette pour avoir justement assez de protéines, assez de féculents ? Enfin, comment est-ce qu'il y aurait une image, quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer, par exemple ? Oui. Alors là, vous avez 2 assiettes. À gauche, vous avez l'assiette végétale et à droite l'assiette d'origine animale. Donc globalement c'est un petit peu la même composition où il faut qu'il y ait la moitié de l'assiette, ça sera des légumes, crus, cuits, en soupe, peu importe. L'idée c'est d'adapter aussi la texture en fonction de ses capacités de mastication, de ses goûts et de la saisonnalité des fruits et des légumes. Et puis l'autre moitié, il va falloir qu'on la divise en 2 pour avoir un quart de céréales complètes, c'est mieux, ou semi-complètes, avoir des pâtes complètes, et l'autre quart, avoir des légumineuses en association, donc avoir un petit peu de lentilles, un petit peu de haricots rouges, et au cours du repas, c'est cette combinaison des deux, de céréales et légumineuses, qui va vous permettre de remplacer de la viande. D'accord. Voilà.
Ok. Et à droite, vous avez du coup la même assiette avec la protéine animale où on est sur les mêmes répartitions. D'accord. Et par exemple, la protéine animale, il vaut mieux peut-être la privilégier le repas du midi plutôt que le soir, où il n'y a pas vraiment de différence? En général, oui, on préconise plutôt la protéine animale le midi pour un souci de qualité de digestion, et le soir d'être plutôt sur des protéines végétales, oui, c'est mieux. D'accord. Et justement, nous, on est dans ce contexte-là, c'est que les résidences autonomie proposent justement une restauration collective, donc des repas qui sont conçus, équilibrés pour les personnes. Et du coup, les soirs, ils sont peut-être... ils peuvent plus facilement se faire à manger eux-mêmes. Mais justement, comment ça se passe au niveau des repas du soir? Est-ce que vous auriez des exemples de repas types qu'on pourrait du coup améliorer justement avec cet apport de protéines ou justement de féculents que vous venez justement d'expliquer? Oui, alors moi en général, lorsque j'interviens dans les résidences autonomie, l'élément majeur qu'on remarque, c'est que le repas du soir, donc ils le prennent chez eux, et en général, j'entends souvent, moi je mange une soupe et un yaourt, ça me suffit, parce que j'ai pas plus faim, et moi ma première réponse c'est leur dire non, c'est pas suffisamment complet, justement il va vous manquer vos féculents, il va vous manquer surtout vos apports en protéines, et le yaourt ne suffira pas à couvrir nos besoins journaliers en protéines, parce qu'un yaourt c'est 5 grammes de protéines. Quand on voit qu'il faut en apporter plus de 80 grammes par jour, ça devient compliqué avec un petit laitage. Donc il y a des moyens faciles d'enrichir son alimentation, parfois c'est juste de mettre une collation dans l'après-midi. Certaines résidences le proposent, donc après c'est de bien adapter la collation en ajoutant un produit laitier ou un riz au lait, une semoule au lait, enfin quelque chose qui va enrichir naturellement. Et puis le soir, de leur faire comprendre que dans ces placards, on peut avoir des produits qui soient faciles à consommer au quotidien, sans forcément cuisiner pendant très longtemps, avec une boîte de sardines, une petite boîte de lentilles. Voilà, ça peut être suffisant pour répondre à nos besoins. D'accord. Vous avez parlé toutes les deux du coup de protéines, de féculents, mais comment ça se passe quand la personne âgée n'a plus du tout faim ou justement manque d'appétit? Alors avec l'âge, effectivement, c'est quelque chose que l'on voit. L'avancée en âge, physiologiquement, on a tendance à avoir un moindre appétit. Alors c'est un peu contradictoire puisqu'on dit que d'un côté, il faut aussi manger plus. Donc il y a certaines stratégies. Donc on a parlé de l'enrichissement, qui est une première étape d'action. Alors il y a une petite diapo avec des petits carrés bleus. C'est vrai que c'est pas toujours évident de modifier et de changer les habitudes. Comme l'a dit Audrey, le repas du soir, c'est souvent léger. C'est pas toujours évident de dire ça serait bien d'ajouter quelque chose. Là, nous, on avait un petit peu évoqué des stratégies en disant oui, il y a la collation qui peut être d'essayer de toujours toucher des aliments qui ont un intérêt nutritionnel. On a parlé des sardines, on a parlé du riz au lait. Là, vous avez quelques exemples. Par exemple, d'adapter le menu le matin, le petit déjeuner, c'est quelque chose qui est assez classique dans nos habitudes. Quand on a 70 ans, l'habitude de consommer pain, beurre, confiture, c'est un peu difficile de passer un petit déjeuner anglais. Mais essayez de proposer. Et le choix, c'est souvent quelque chose qui peut être intéressant. C'est-à-dire de pouvoir avoir du fromage, du jambon, par exemple. Pourquoi pas tenter de temps en temps et proposer et dire à la personne que elle peut peut-être essayer. Après, si la personne fait une petite salade, y ajouter des oléagineux, comme l'avait dit tout à l'heure Audrey, avec des noix, avec des petits lardons ou des poulets, pour essayer d'avoir quelque chose qui soit intéressant. Et la perte d'appétit, ça n'évite pas le plaisir. Et ça, le plaisir, c'est quelque chose qui est très important, se faire plaisir. Alors ça peut être parfois un petit peu déséquilibré quand on se fait plaisir, parce que on a par exemple l'exemple du carré de chocolat qui nous fait plaisir. On sait que pour autant, c'est pas forcément très bon pour la santé, mais c'est aussi important avec l'avancée en âge de garder ce plaisir de manger et d'orienter vers les habitudes que l'on a eues, la culture alimentaire que l'on a eue. D'accord. Et vous auriez justement des conseils
à donner justement aux professionnels de résidence autonomie qui nous regardent pour stimuler l'appétit, peut-être sur la façon, l'état de la nourriture par exemple, quelque chose qu'il faut mâcher, l'assaisonnement. Alors, je vais parler peut-être d'une petite expérience que l'on avait fait pour les professionnels, c'est de pouvoir, lorsque elles proposent un menu en collectivité, c'est de pouvoir agrémenter avec des petits assaisonnements disponibles au centre de la table, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. On va prendre l'exemple de la carotte râpée. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais l'exemple de la carotte râpée. Si vous donnez une carotte râpée avec un choix de différentes sauces, il y en a peut-être qui vont prendre la mayonnaise, il y en a peut-être d'autres qui vont prendre la vinaigrette. Si vous mettez des aromatiques tels que du persil, il y en a qui vont peut-être mettre la petite cuillère de persil. C'est-à-dire que l'on va agrémenter son plat en fonction aussi un petit peu de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, plutôt que d'avoir une carotte par exemple assaisonnée en direct. D'accord. Oui, on serait plus du coup sur le bien manger pour bien vieillir, en répondant justement à ce petit plaisir personnel qu'on peut avoir de temps en temps, et puis quand même à coller du coup à certaines normes équilibrées, riches en protéines, enfin voilà, qui va du coup évoluer au fil de l'âge. C'est ça, et ça ne contraint pas les professionnels de la restauration collective de faire plusieurs variétés d'un même plat, de pouvoir le proposer nature, mais en proposant un choix d'assaisonnement, ça permet de répondre un petit peu aux contraintes de la cuisine collective qui ne peut pas faire pour tout le monde et de la personnalisation, et en même temps à la personne âgée qui, elle, va faire son choix. Tout à fait, comme ça ouvre aussi l'appétit. C'est ça. De jouer sur la couleur aussi, dans les assiettes. Justement, le fait d'avoir un petit peu le persil sur les carottes, ça fait une assiette beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus gaie, et ça peut ouvrir justement, ça peut stimuler en tout cas l'appétit. Si on a une assiette blanche et puis dedans on met un poisson blanc, du riz, ça fait pas très rêver, ça va pas donner envie même à nous. Donc c'est vrai que le fait de rajouter un petit légume, des petites herbes aromatiques, une petite sauce, tout de suite ça va donner du peps, et ça peut égayer un petit peu le plat. Le fait de manger aussi ensemble. La convivialité, c'est très très important, plutôt que de manger tout seul face à son mur. Donc on peut jouer sur on va dire le design des assiettes, justement, d'avoir des assiettes avec un petit peu de fleurs, de mettre des sets de table, de mettre une petite fleur à côté de l'assiette. Voilà, c'est des petites choses, mais qui peuvent rendre le repas aussi plus plaisant. Oui, beaucoup plus convivial. Puis c'est aussi peut-être aussi jouer avec le jeu de texture qu'il peut y avoir au niveau des aliments. Par exemple, pour une personne qui peut avoir du mal à mâcher, c'est aussi réussir à vaincre cette contrainte-là en lui apportant toujours le plaisir de pouvoir manger au niveau du gustatif. Oui, exactement. Du coup, dans ces contraintes-là de texture, il faut vraiment jouer sur la présentation pour donner envie, parce qu'une personne qui va être en texture moulinée, par exemple, ça va être plutôt des purées. On va éviter de mettre la purée comme ça dans l'assiette, on va essayer plutôt de le mettre dans un petit cercle, faire quelque chose de sympathique pour rendre le repas plus appréciable. D'accord, c'est tout à fait intéressant en tout cas de voir justement tous les apports qu'il peut y avoir autour de la nutrition. Et justement, du coup, comment ça se passe quand des personnes vont maigrir, quand on parle en fait finalement de dénutrition? Le mot fait un petit peu peur, mais justement, qu'est-ce que la dénutrition? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous expliquer sur ce thème qui parfois fait peur en fait? La dénutrition, c'est un risque que l'on a effectivement quand on prend de l'âge, tout simplement parce que c'est une maladie insidieuse. Elle n'est pas toujours bien repérée parce que les causes peuvent en être de multiples et variées. Et on sait qu'à domicile, on a à peu près une personne sur 10. Alors, sachant que c'est des études qui restent un peu anciennes, probablement qu'on est un peu au-dessus aujourd'hui à domicile, parce que c'est pas diagnostiqué de façon, je dirais, classique lors d'une visite médicale. C'est un peu plus élevé dès que l'on perd un peu de l'autonomie. Donc, il y a un risque d'être dénutri quand on associe la perte d'autonomie. Et puis, on est encore plus à risque quand il y a une pathologie qui arrive, parce qu'elle va compliquer les complications de la pathologie. Donc, si on peut venir sur la petite spirale qui parle bien d'elle-même,
Vous avez effectivement le petit bonhomme qui est autonome et puis l'assiette qui est pleine au début. Hein. Et puis il y a un événement qui va arriver dans la vie. Alors ça peut être la perte d'un animal, ça peut être la perte de sa voisine, ça peut être de multiples exemples. Une fuite dans un lavabo, c'est pas forcément associé directement ou indirectement c'est souvent l'environnement en fait. Hein. Et puis souvent c'est quelqu'un qui va moins manger, quelqu'un qui risque de perdre du poids, mais on verra tout à l'heure que le poids n'est pas forcément un indicateur très parlant chez une personne âgée. Et puis cette spirale va commencer en fait à faire son effet, c'est-à-dire qu'on va petit à petit avoir de plus en plus de complications. Cette assiette qui va se vider petit à petit, hein, c'est-à-dire que quand on va voir une personne qui se dénutrit, son assiette va être de moins en moins importante en termes de quantité ingérée, mais les restes vont être de plus en plus conséquents. C'est-à-dire qu'on va nourrir la poubelle et on ne va pas nourrir la personne âgée en elle-même. Et puis vous voyez que cette personne aussi, elle va perdre petit à petit son autonomie parce qu'elle va perdre du muscle. Hein, le fait de moins manger, souvent c'est les apports protéiques qui sont plus touchés. Et puis petit à petit, cette spirale va conduire à des complications de pathologies, de petits bobos, des petites plaies qu'on peut avoir qui vont avoir un petit peu de mal à guérir. Et puis parfois l'hospitalisation qui va être au bout du chemin, voire même plus parfois aussi. Hein. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des signes physiques ou non qui montrent qu'une personne elle souffre justement de dénutrition ? Il va y avoir déjà le premier critère, c'est une perte de poids importante. Quand on perd plus de 10% de son poids en moins de 6 mois, ça c'est un premier élément. Effectivement, d'être vigilant sur les restes dans les assiettes, ça aussi c'est un bon moyen de repérer. Et puis après, c'est des prises de sang. Oui, alors il y a effectivement la perte de poids. Mais il y a une chose aussi qui est importante à savoir, c'est qu'avec l'âge, c'est pas normal de maigrir. Ça, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que je mange moins, je fais moins d'activité, donc c'est souvent associé au fait que c'est normal avec l'âge. Non, il n'y a rien de normal dans tout cela. On doit continuer à bien manger, on doit continuer à pouvoir bouger. Et malgré tout, de façon physiologique, quand on avance en âge, quand on regarde une personne qui était en super forme à l'âge adulte, qui avance en âge, il y a des petites choses qui fonctionnent moins bien. C'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de courir de la même façon à 100 mètres, par exemple, comme on n'est plus en capacité non plus de pouvoir se lever d'un fauteuil aussi vite et aussi facilement que quand on était plus jeune. Tout simplement parce qu'avec l'avancée en âge, même si on garde son poids stable, on peut avoir une perte de la masse musculaire. Et comme on est très bien fait, l'homme est très bien fait, on compense toujours, on perd du muscle, mais on remplace par du gras. Et le fait de cette modification, c'est pas toujours quelque chose que l'on voit, mais cette perte de masse musculaire, elle va avoir des conséquences derrière de perte d'autonomie. Et pour les professionnels qui gravitent autour de ces personnes âgées, petit à petit, ça va augmenter leur charge de travail. Parce qu'une personne âgée qui devient de moins en moins autonome, sur la vie au quotidien, préparer ses repas, se promener, faire sa toilette, c'est des pertes qui vont petit à petit apparaître et ça va être plus de travail pour les professionnels qui interviennent auprès de cette personne. D'accord. Donc justement, le besoin, en tout cas, justement, d'être vigilant par rapport à ça et de proposer des stimuli, en fait, pour manger, avoir le plaisir de manger. Oui. Alors tout à l'heure, on parlait effectivement de l'aspect visuel. Il y a aussi tout ce qui est du manger-main. Alors parfois, c'est un gros mot quand on dit du manger-main. Mais du manger-main, c'est quand on fait un buffet chez soi, on fait des petits toasts, c'est du manger-main. Après, ça peut être adapté en fonction, bien sûr, de la capacité à mastiquer ou des troubles de la déglutition qui existent, mais mettre en petite verrine aussi. C'est aussi quelque chose qui peut tout à fait se concevoir. On parle parfois des compléments nutritionnels oraux. On l'avait mis sur une des diapos
puisqu'on a parlé d'enrichissement par l'alimentation, de la poudre de lait, de la crème fraîche aussi, puisque quand on parle de protéines, on parle aussi de calories. Mais on peut tout à fait présenter, si l'enrichissement n'est pas suffisant, c'est-à-dire que si le fait d'utiliser des aliments de la vie courante n'est pas suffisant, il y a une seconde étape, c'est l'utilisation de compléments nutritionnels oraux. Alors c'est généralement des produits qui sont sucrés, mais pas que. Il y a une gamme de produits maintenant qui existent. Mais ces compléments qui sont souvent prescrits par le médecin, pourquoi ne pas les présenter dans une petite verrine, par exemple ? Tout de suite, c'est plus joli, c'est plus attrayant, ça donne envie. Ça peut être aussi avec un petit gâteau, un complément nutritionnel saveur vanille, pourquoi pas le mettre autour d'un petit gâteau au chocolat. On va avoir ce côté plaisir, ou avec une petite madeleine. Enfin, il y a plein de solutions qui permettent de retrouver le plaisir en travaillant sur différents aspects en fait, de l'aliment. D'accord. Et justement, là, vous avez cité des exemples sucrés, du coup. Est-ce qu'une personne âgée va manger plus sucré en avançant dans l'âge ou pas du tout? Est-ce que c'est aussi une idée reçue? Ça reste aussi une idée reçue, alors tout simplement parce que la saveur sucrée, c'est la première saveur que l'on rencontre dans l'enfance. C'est donc celle qui persiste le plus. Et avec l'avancée en âge, il y a aussi des modifications de seuil gustatif comme olfactif d'ailleurs. Et la saveur sucrée, elle n'est pas forcément plus perçue. C'est-à-dire que quand on n'aime pas le sucre à 40 ans, on ne va pas forcément le plus l'aimer à 70 voire 80 ans. Si vous n'aviez pas l'habitude de sucrer votre café, mais il n'y a pas de raison que vous le sucriez plus tard. Donc c'est une idée reçue qui persiste. Souvent on se dit, mais de toute façon ils aiment le sucre, on peut leur donner le sucre. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les compléments nutritionnels sucrés qui peuvent être donnés ne sont parfois pas consommés. Tout simplement parce que si vous n'aimez pas le sucre, je vous donne une boisson sucrée, vous allez la goûter, mais vous n'allez peut-être pas aller jusqu'au bout de la consommation. Donc il faut peut-être passer sur d'autres saveurs pour ces personnes-là. Les jus, les soupes, par exemple, peuvent être une solution. D'accord. Et une des saveurs en particulier qui est par contre la plus touchée, c'est souvent la saveur salée. D'accord. Oui. Alors c'est pas toujours une perte de cette notion de goût, c'est simplement des seuils qui sont un peu modifiés, mais il y a besoin de réajuster un petit peu. Alors bien sûr, se confrontent à ces problèmes de saveur ou de goût les pathologies, avec une alimentation thérapeutique. Et on se dit, on ne peut pas rajouter du sel, s'ils sentent moins le sel, on ne peut pas rajouter du sel. Non, mais on peut retravailler, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les aromatiques, sur l'utilisation d'épices. Alors, quand on parle d'épices, ce n'est pas forcément du piment, au contraire, on va être plutôt sur de la douceur, comme du cumin, du curry, du curcuma, tout simplement parce que là, c'est une autre fonction qui intervient, c'est-à-dire qu'au niveau de la joue, on a des petits nerfs qui s'appellent les trijumeaux, et ces petits nerfs-là, ils sont sensibles à tout ce qui est piquant, tout ce qui est pétillant, quand on boit de l'eau gazeuse, par exemple, ou toutes les boissons à base de petites bulles, eh bien, c'est ce petit nerf qui est stimulé et qui lui a tendance à bien être préservé avec l'avancée en âge. Donc pas hésiter à faire fonctionner ce petit nerf qui fonctionne bien. D'accord. Et justement, du coup, Madame Bourchot, vu que vous animez l'atelier Nutrition Bonne Question auprès des résidences, vous faites du coup goûter à ces résidents certains aliments. Alors justement, comment ils réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des types d'aliments où ils vont être beaucoup plus réceptifs? Notamment du coup, est-ce que le sucre est toujours l'aliment le préféré ou du coup, comment ça se passe? Ça dépend vraiment des goûts de chacun, mais c'est vrai qu'à chaque séance nutrition, en fonction des familles d'aliments qu'on travaille, on va faire déguster un aliment spécifique. En général, ça c'est un moment qui est bien apprécié, effectivement. Pour le coup, qu'on soit sur du sucré ou du salé, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de préférence. En général, ils sont quand même assez ouverts à découvrir de nouvelles choses. Parce qu'il y a cet aspect convivialité qui fait qu'il y a cette ouverture d'esprit. Ce qui est bien apprécié aussi, c'est les ateliers cuisine. Quand on cuisine tous ensemble, ça c'est un bon moment. Donc on essaye de faire un repas
salé, sucré, ça c'est on réfléchit tous ensemble, donc en général chacun peut donner un petit peu voilà, ses préférences, mais il faut aussi prendre en compte la faisabilité et le temps. Donc, D'accord. Non, c'est hyper intéressant du coup de voir la différence entre justement la nutrition qui demande du coup un apport, voilà, le besoin de se réajuster par rapport à son besoin, à son corps qui change et ses besoins qui changent. Et du coup la dénutrition qui là du coup demande vraiment un point de vigilance en fait. Et on passe du coup par d'autres alternatives pour justement essayer de sortir de cette boucle un petit peu du coup qui se finit jamais en fait finalement. C'est compliqué d'en sortir de la dénutrition, c'est un long chemin. Mais c'est pour ça que l'alimentation et tous les ateliers proposés, c'est vraiment de faire de la prévention pour éviter au maximum toutes ces pathologies liées au vieillissement. D'accord, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Est-ce que vous souhaiteriez évoquer un aspect peut-être qu'on n'a pas du tout abordé mais qui justement justifie cette prise de parole aux côtés de nos professionnels en résidence autonomie pour les alerter, évoquer je sais pas une anecdote, quelque chose dont vous aimeriez évoquer? Moi je rajouterais peut-être un petit point, c'est que tout à l'heure on a parlé des apports qui ont tendance à diminuer, c'est physiologique, on a moins d'appétit en avançant en âge et donc des réajustements nécessaires. C'est qu'il faut avoir vraiment cette vigilance lorsqu'une personne commence à moins manger, de pouvoir agir au plus vite. Parce qu'on a vu que la spirale, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, on avance, et si on n'arrête pas cette spirale, elle continue, comme vous l'avez dit, au bout du compte, c'est quelque chose qui est assez long. Alors ça dépend bien sûr aussi des réserves que la personne a, mais d'avoir ce point de vigilance, de se dire que un jour, si une personne ne mange pas, il faut que j'agisse. Elle ne va pas forcément réajuster le lendemain. Nous, quand on est en bonne santé, lorsqu'on a une pathologie, on va manger effectivement moins, on est malade, on n'a pas forcément d'appétit. Mais notre corps réagit bien, c'est une très bonne calculatrice, il sait que 2 et 2 font 4. Et donc, il va falloir récupérer le 4 à un moment donné. Donc, on va compenser. Une personne âgée, elle ne compense pas. Si elle est descendue, si pour elle 2 et 2, ça fait 3, eh bien, elle va rester à 3. Et la prochaine pathologie, si 2 et 2, ça fait 2, ça va continuer à descendre comme ça. C'est pour ça que la perte de poids, tout à l'heure on l'a dit, 10% en 6 mois, à peu près, en moins, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et d'agir au plus vite. Et ça, c'est le rôle souvent de l'ensemble des professionnels qui agissent dans les résidences autonomie. C'est pas que le rôle de la diététicienne, c'est pas que le rôle que du cuisinier, c'est un ensemble d'échanges entre les professionnels, parce que certains vont voir des choses que d'autres ne voient pas. Et c'est important de vraiment d'avoir cette communication pour essayer d'amener ce qui va faire que va rebooster le comportement alimentaire d'une personne qui a été un peu en perte d'appétit pour une raison X ou Y, identifier aussi la raison pour laquelle il y a eu un petit problème à un moment donné. Et bien ça permet de mieux avancer, puis ensemble souvent on est plus efficace que tout seul aussi. C'est vrai. Effectivement, les professionnels des résidences d'autonomie ne sont pas là le soir, par exemple, quand les résidents sont chez eux et qu'ils se font leur petit repas avec leur petite soupe, voilà. Et effectivement, les personnes qui sont à leur côté au quotidien, c'est eux qui peuvent voir effectivement s'il y a une perte de poids, si par exemple il a peut-être un petit peu plus de mal, je sais pas, à se déplacer. Est-ce que ça peut jouer aussi parce qu'il perd du coup en masse musculaire? Oui, tout à fait. Tout à fait, le fait qu'une personne puisse dire aujourd'hui j'ai pas envie de sortir, le lendemain aussi, il faut peut-être avoir une petite attention en se disant tiens, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre-temps dont on n'a pas eu connaissance. Le fait que parfois le cuisinier a fait un petit plat que normalement la personne aimait mais aujourd'hui elle l'a pas trop consommé. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser pour identifier? Puis tout à l'heure, Audrey a soulevé quelque chose qui était important dans le terme de convivialité. On sait qu'on mange 30% de plus, je vais dire 30 fois plus, non, 30% de plus quand on est à plusieurs que seul. Donc c'est important d'impliquer la personne. Et puis plus on l'implique, plus elle est en capacité de pouvoir continuer à faire par elle-même.
Le jour où on commence à laisser la personne dans son coin et en se disant je vais faire à la place de cette personne, eh bien on l'incite à perdre son autonomie petit à petit. Donc toujours laisser faire en fonction de la capacité. Voilà. Elle ne peut que mettre la table, eh bien on va la laisser mettre la table. Elle n'est peut-être plus en capacité d'aller faire les courses à l'autre bout de la rue alors que c'est quelque chose qu'elle faisait. Essayer de voir comment on peut continuer à la motiver quand même en faisant peut-être un trajet un petit peu différent ou d'essayer toujours d'ajuster, mais surtout de ne pas faire à la place d'eux. Parce que ça, c'est quelque chose qui enclenche la dénutrition aussi. Effectivement, puis le fait du coup d'être tous ensemble, c'est ce qu'on dit, hein. Le fait d'être ensemble, de voir les gens manger, ça donne aussi avoir envie de manger, donc l'appel de l'appétit revient tout de suite en fait. Donc peut-être amener plus les résidents à justement manger plus en convivialité et que tout ça s'englobe en fait. Oui, le principe des ateliers, c'est souvent quelque chose d'intéressant. Oui. C'est que parfois il peut y avoir un dégoût qui arrive sur... en général c'est sur la viande, hein, surtout on a moins envie d'en consommer, donc c'est de prendre conscience que les protéines c'est important, mais on a vu il y a d'autres aliments aussi qui vont être source de protéines, donc parfois c'est juste de se rafraîchir un petit peu la mémoire avec ça, ou de prendre connaissance d'autres aliments qui font pas forcément partie de nos habitudes mais qu'on peut apprécier et qui peuvent le devenir par la suite. Donc c'est pour ça que la convivialité, c'est toujours d'échanger sur nos difficultés, nos ressentis et trouver des solutions ensemble. D'accord. Bon, c'est super, vraiment, c'est super intéressant. Est-ce que justement vous auriez peut-être des documents à proposer à notre public pour compléter ce webinaire, un livre, quelque chose ? Eh bien, vous avez une diapositive qui vous donne un lien et si éventuellement vous avez besoin de quelques petits livrets, on a conçu Grand Âge Petit Appétit qui est vraiment une vulgarisation de ce que peut être la dénutrition, quelques exemples concrets en fait, qui arrivent parfois dans la vie au quotidien. Et donc vous pouvez taper, alors je suis désolée, je n'avais pas mis le site, mais vous pouvez taper Grand Âge et Petit Appétit et donc vous aurez tout de suite le lien vers le site de l'INRAE et vous pouvez télécharger en PDF le lien sans aucun problème. Et sinon, vous pouvez écrire directement à Calivy, on pourra en faire passer. Alors, par structure, on en donne volontiers une dizaine. Après, quand c'est beaucoup plus, on donne directement les liens pour pouvoir les imprimer par un imprimeur, par contre. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous deux pour cet échange très très intéressant. Finalement, en fait, on se rend compte que la nutrition et la dénutrition, ce sont vraiment deux sujets en fait de notre quotidien, que ce soit à nous, à notre âge, ou même pour les personnes âgées, et encore plus, en fait, j'ai envie de dire pour les personnes âgées en résidence autonomie. Voilà, le fait de comprendre ce qu'ils mangent, les différents apports caloriques que les aliments peuvent leur offrir, et du coup de cette vigilance qu'il faut avoir concernant du coup la dénutrition. Et la dénutrition, qui est d'ailleurs au cœur d'une semaine nationale de la lutte contre la dénutrition, qui se déroulera entre le 12 et le 19 novembre 2024. Donc, nous vous invitons à consulter sur le site de l'ARS les différentes actions qui vont être mises en place. Est-ce qu'il y a eu des questions du côté du... Pas de questions ? Non ? D'accord. Bon, en tout cas, merci à tous pour du coup votre attention et votre présence pour ce second webinaire. Donc le replay il sera disponible sur YouTube et sur Webikeo. Donc vous pourrez le visionner ou le revisionner si besoin. Vous recevrez également un mailing prochainement avec les liens du replay et du guide, donc Grand Âge et Petit Appétit, écrit par donc Monique Ferry. Il n'a pas été écrit par Monique Ferry, c'est pas grave. Non. Monique Ferry, en fait, c'est vraiment celle c'est la gériatre qui est à l'origine de cette spirale de la dénutrition qu'elle a évoquée il y a de nombreuses années. Ça ne nous rajeunit pas d'ailleurs. Mais c'est une gériatre qui a beaucoup travaillé. Elle est en retraite depuis très longtemps maintenant, mais qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur la problématique de la dénutrition. Mais ce guide, il a été conçu en fait à l'issue d'un projet qui a été financé par l'ANR. Dans le cadre d'un projet de recherche. D'accord, bon, autant pour moi alors. Non, c'est moi. Juste quelques derniers mots quand même sur les atouts de l'âge avant de terminer ce webinaire. Donc vous trouverez sur le diaporama les coordonnées de la coordinatrice du programme, donc moi-même. Si vous souhaitez donc avoir davantage d'informations, de renseignements sur les ateliers pour aussi les mettre en place.
Donc voilà, n'hésitez pas aussi à consulter notre site internet et à visionner donc la vidéo sur la présentation du programme des atouts de l'âge. Et nous vous invitons aussi à consulter la newsletter des atouts de l'âge ou à vous y inscrire via notre site internet Calivi. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou s'il n'y en a pas du tout, nous allons donc terminer cette présentation et nous nous retrouverons donc au mois de décembre pour un 3e temps d'échange où nous aborderons la prévention des chutes. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.